Donc, le cours sera réparti en 4 grands chapitres. D'abord, la physiologie de la plaque motrice. C'est l'âme du cours, c'est la pierre angulaire du cours. Deuxièmement, pharmacologie des curares, monitorage et enfin antagonisation. On va commencer par la physiologie de la plaque motrice. Donc, nous avons 3 grands types de muscles. Le muscle lisse, cardiaque strié et strié squelettique. Les muscles striés squelettiques sont dotés, possèdent une plaque motrice sur laquelle agissent les curares en inhibant l'action de l'acétylcholine à ce niveau. C'est pour cette simple raison que par exemple, le cœur, le muscle cardiaque continue à battre au cours d'une anesthésie générale par curar. La plaque motrice, c'est la zone de la fibre musculaire permettant la transmission neuromusculaire. Il y a des récepteurs. Les récepteurs nicotiniques présents au niveau des muscles striés squelettiques, mais aussi il y a les récepteurs muscariniques dont la stimulation est à l'origine des effets indésirables des anticholinésterasiques qu'on va détailler tout à l'heure. En l'occurrence, une bradycardie, une vasodilatation, un bronchospasme, une bronchoconstriction, une augmentation du péristaltisme digestif, des sécrétions et un myosis. Le récepteur cholinergique nicotinique est constitué de 5 sous-unités, dont 2 s'appellent alpha et sont identiques et indispensables à la fixation de l'acétylcholine. Ce récepteur comprend un canal ionique nécessaire pour l'entrée et la sortie du sodium et sortie de potassium, est directement activé par la fixation de l'agoniste, en l'occurrence l'acétylcholine, la succinylcholine, sur un site spécifique au récepteur. La transmission neuromusculaire, quelques notions du bac. La transmission neuromusculaire comprend 5 étapes majeures. Libération de l'acétylcholine, stockée dans les vésicules présynaptiques. Activation des récepteurs nicotiniques, on vient de voir, avec ouverture du canal, entrée de sodium, sortie du potassium, potentiel d'action avec suivant la dépolarisation membranaire, la libération du calcium par le réticulum sarcoplasmique, et enfin la contraction musculaire. L'acétylcholine sera rapidement hydrolysée par les acétylcholinésterases, qui sont des cholinésterases spécifiques présentes au niveau de la fente synaptique et sont différentes des autres cholinésterases plasmatiques. Désactivation par nucléose. Mais je continue. Une notion fondamentale, la surrégulation des récepteurs postsynaptiques. Donc, c'est une notion fondamentale. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque vital pour le patient. C'est l'augmentation, en fait, c'est l'augmentation de la densité des récepteurs postsynaptiques par prolifération de récepteurs immatures à sensibilité accrue au curar dépolarisant au niveau à succinylcholine césoculine. C'est la conséquence de la diminution de l'exposition de l'antagoniste par syndrome de dénervation par lésion centrale, par exemple un AVC, elle a une section médulaire et périphérique, neuropathie, section nerveuse. Les syndromes de dénervation chimique prolongés par l'usage de curares non dépolarisants au cours d'un SDRA par exemple, lésions musculaires, brûlures étendues, traumatisme musculaire, immobilisation prolongée, atrophie musculaire, les infections sévères, donc toute dégénérescence nerveuse expose à un risque d'hypercalémie, parfois majeur sous succinylcholine. Donc, il faut induire en séquence rapide, notamment en réa, avec la plus grande prudence en utilisant la succinylcholine. Vous pouvez avoir des hypercalémies mortelles. On peut classifier les types, les fibres musculaires en 3 types. Les muscles sensibles au curar et à cinétique de contraction lente, c'est les muscles périphériques, notamment l'adducteur du pouce, les muscles pharyngés, et les muscles résistants à curar à cinétique de contraction rapide, le diaphragme, le muscle laryngé, le muscle sourcilier.
les muscles sensibles se curarisent en premier et se décurarisent en dernier. Du monitorage de la curarisation. La fonction du curare consiste à empêcher la contraction musculaire par deux possibilités, soit par ouverture du canal ionique, c'est le cas du curare dépolarisant, c'est l'occurine, ou sans ouverture du canal, c'est le cas des curares non dépolarisants. On passe donc à la partie pharmacologie des curares. Comme on l'a dit, il y a le curare, le seul curare dépolarisant, c'est la succinylcholine. C'est un dépolarisant puisqu'il entraîne une ouverture du récepteur, donc une dépolarisation membranaire. Et puis les curares non dépolarisants, il y a la famille des stéroïdes dont leur nom finit par le suffixe uronium, le rocuronium esmérant, pancuronium pabulant et pécuronium norcurant. Les deux derniers n'existent plus sur le marché. Pour les benzyl isoquinolines, il y a l'atracurium, 6-atracurium, le Nabex, et le mivacurium, le Mivacran. On va détailler quelques définitions essentielles. La dose active 95, DA95, est la dose active produisant 95% de dépression de la force musculaire à l'adducteur du pouce. La dose d'intubation est tout simplement 2 fois DA95. Pour l'installation, le délai d'action, c'est le délai entre la fin de l'injection et l'obtention du bloc maximal à l'adducteur du pouce pour 2 fois la DA95. Ce délai dépend de plusieurs facteurs. La durée d'action clinique et l'intervalle de temps entre l'injection et la récupération spontanée de 25% de la force musculaire initiale. Cette durée dépend de la molécule choisie et de la dose de la molécule choisie. Donc, plus la dose est élevée, plus l'action est lente. On commence par le curare dépolarisant. Le seul représentant est la succinylcholine ou succinylméthonium. Le nom commercial est célopurine. C'est un dimère de l'acétylcholine. Donc, c'est un agoniste des récepteurs à l'acétylcholine, entraînant une dépolarisation initiale mais prolongée, d'où la contraction musculaire et les fasciculations. L'occupation des récepteurs nicotiniques entraîne une paralysie flasque et une sortie du potassium, donc risque d'hypercalémie. La succinylcholine n'est pas métabolisée par les acétylcholinesterases. Elle est plutôt hydrolysée par les pseudocholinesterases plasmatiques. Donc, il n'y a pas de possibilité d'antagonisation par les anticholinesterases classiques. La DA95 se situe entre 0,3 et 0,5 mg par kilo. Vous déduisez que la dose d'intubation de 2 fois DA95 est de 1 mg kilo chez l'adulte, de poids irréel. Chez l'enfant, c'est un peu plus, c'est 1,5 mg par kilo, en raison d'un espace extracellulaire supérieur. Vous pouvez intuber après 30 à 60 secondes. La durée d'action moyenne est de 9 minutes. La présentation, c'est des ampoules de 2 cc, 100 mg. Les effets indésirables des curares, il faut les connaître par cœur. Les effets indésirables fréquents, les fasciculations myalgie, le spasme des masséters alors que les autres muscles sont relâchés pour faire la différence avec l'hyperthermie maligne. L'hypercalémie est de 0,2 à 0,5 mmol par litre. La bradycardie par stimulation des récepteurs muscariniques, en plus de la stimulation de l'effet recherché de la stimulation du blocage des récepteurs nicotiniques. Augmentation des pressions intraculaires, intragastriques, intracrâniennes. Pour les effets indésirables rares mais graves. L'état de choc anaphylactique, la curarisation prolongée en cas de déficit acquis ou congénital en pseudocholinestérase plasmatique, ce qui n'est pas très rare. Hypercalémie massive en cas de prédisposition, c'est ce qu'on a dit en cas d'énervation, surtout en réa. Hyperthermie maligne, il faut savoir que la succinylcholine ne déclenche pas l'hyperthermie maligne,
mais aggrave l'expression clinique liée à l'utilisation des halogénies. Les indications, il faut respecter. Intubation en séquence rapide, c'est l'intubation en estomac plein. Intubation prévue difficile sans difficulté de ventilation. Intervention de moins de 30 minutes et encore. Et l'électroconvulsivothérapie, c'est pour réduire l'amplitude motrice des convulsions. Les contre-indications. 4 contre-indications absolues qu'il faut connaître par cœur. La prédisposition, les antécédents d'hyperthermie maligne, hypercalémie ou maladie à risque d'hypercalémie, déficit en pseudocholinestérase plasmatique et l'allergie vraie. 2 contre-indications relatives, l'augmentation de la pression intracrânienne, par exemple, pour un trauma crânien, on opte plutôt pour ne pas administrer le succinylcholine, mais en cas d'estomac plein, bien sûr, on peut prendre le risque. Et l'augmentation de la pression intraoculaire. J'insiste toujours sur le risque d'hypercalémie chez les malades dénervés à risque. On passe maintenant aux curares non dépolarisants. Ils agissent par fixation compétitive au niveau des récepteurs d'acétylcholine. Donc, il n'y a pas d'ouverture du canal ionique, d'où leur appellation, les curares non dépolarisants. C'est une réaction compétitive dépendante des concentrations et de l'affinité avec le récepteur. Donc, c'est des antagonistes. Au contraire, la succinylcholine est un agoniste. On distingue les dérivés stéroïdiens, bien sûr, le rocuronium, l'esméran, vécuronium, qui ont une durée d'action intermédiaire, élimination plutôt rénale pour le vécuronium et hépatique pour le rocuronium. Le pancuronium n'est plus commercialisé, bien sûr, comme vous le savez tous, pour sa durée d'action très longue, et c'est un produit peu maniable. Pour les benzyl isoquinoline, il y a le mivacurium, le mivacran, de durée d'action courte, hydrolysé par les pseudocholinestérase plasmatiques. C'est un curare histaminolibérateur, donc il faut faire attention pour les terrains atopiques. Le TRAC, l'atracurium, il est dégradé par la voie d'Hoffmann, qui est une voie indépendante du métabolisme rénal ou hépatique. C'est un métabolisme plasmatique. C'est une molécule histaminolibératrice. Le 6-atracurium limbex est aussi dégradé par la voie d'Hoffmann. Pas d'histaminolibération en dose habituelle, mais délai d'action un petit peu lent de 3 à 4 minutes. Je ne peux pas résumer tout ça dans ce petit tableau que j'ai essayé de simplifier. Donc, on va essayer de le décortiquer. Je commence par la durée d'action. Donc, on va classifier les curares selon la durée d'action. On distingue les curares à courte durée d'action, le curare, de ce curare non dépolarisant à courte durée d'action, ce qui est le mivacurium, les curares à durée d'action intermédiaire et le pancuronium de durée d'action longue. Les doses d'induction, je suppose que vous les savez tous. La dose active 95 est la moitié, bien sûr, de la dose d'induction. Le délai d'action est court pour le rocuronium l'esmérant, ce qui lui rend compatible avec une induction en séquence rapide. Les autres, c'est un délai d'action aux alentours de 3 minutes. Le métabolisme, il est fait par les pseudocholinestérase pour le mivacran, métabolisme hépatique pour le norcuran et l'esméran. Et il faut savoir, bien sûr, que le tracurium et le nabex sont métabolisés par la voie d'Hoffmann. Donc, c'est les deux curares de choix pour les insuffisants rénaux et hépatiques. Les effets indésirables, surtout l'histaminolibération non spécifique pour le mivacran, l'esméran et le tracurium.
Donc, le Nambex, si sa trachéome demeure le plus rare de choix pour l'anesthésie chez un patient atopique. Il faut savoir, bien sûr, que les curares sont la deuxième substance allergisante au bloc opératoire après le latex. Donc, il faut faire attention. Troisième chapitre, monitorage de la curarisation. Le monitorage a pour but l'induction d'optimiser les conditions d'intubation, d'améliorer les conditions chirurgicales lors de l'entretien anesthésique et au réveil de déterminer le moment optimal d'antagonisation et de diagnostiquer une curarisation résiduelle en SFTI. Deux méthodes de surveillance instrumentale qui devraient être largement utilisées et la surveillance clinique qu'on utilise souvent sous nos cieux, mais qui est déjà dépassée. Le principe du monitorage. C'est une stimulation nerveuse en amont et mesure de la réponse musculaire en aval. Deux dispositifs, le TOF-scan et le TOF-watch. La différence, c'est que le TOF-watch nécessite un calibrage avant l'utilisation. Les sites de stimulation. On revient à la physiologie, les muscles sensibles et les muscles résistants. Donc, comme on l'a dit, les muscles les plus sensibles se curarisent en premier et se décurarisent en dernier. Donc, on utilise plutôt le monitorage au niveau des muscles sensibles pour les blocs peu profonds et pour monitorer la décurarisation. Les muscles résistants pour les blocs profonds et pour l'intubation. Donc, pour l'intubation, le muscle cible, c'est quoi? C'est le muscle laryngé, qui est un muscle résistant. Donc, le muscle laryngé n'est pas accessible. Donc, on monitore souvent au niveau du sourcilier qui a une cinétique de contraction identique au muscle laryngé. Et plusieurs types de stimulation, on va voir le train de 4 et les comptes post-tétaniques. Pour le train de 4 train of 4, le principe est simple, 4 simulations sur 2 secondes de Hertz. Cette fréquence de distinction des réponses est accessible à l'œil nu. On enregistre alors le nombre de réponses 0, 1, 2, 3 ou 4 et le rapport T4 sur T1 en pourcentage. Le rapport T4 sur T1 ne peut être calculé que si les 4 réponses sont présentes. C'est un mode de stimulation indolore. Il faut respecter un intervalle de 10 à 20 secondes entre deux TOF. 10 à 20 secondes. Pour le post-tétanic count, PTC ou compte post-tétanique, le principe consiste à stimuler, à faire une stimulation tétanique de 50 Hz sur 5 secondes. Intervalle libre de 3 secondes, puis 10 à 20 stimulations simples. Cette technique implique le phénomène de facilitation post-tétanique. C'est le fait de faciliter la réponse musculaire à une stimulation nerveuse par mobilisation des vésicules de stockage d'acétylcholine, favorisant ainsi leur libération dans la fente synaptique lors des stimulations ultérieures. Le PTC explore la curarisation profonde, utilisable seulement en absence de réponse au TOF, donc TOF égale 0. C'est une stimulation douloureuse et inconfortable, donc il faut avoir un malade sédaté. Et c'est une stimulation il faut respecter un intervalle de moins 5 minutes entre deux PTC. 5 minutes. Pour la surveillance clinique, on a vu la surveillance instrumentale. Pour la surveillance clinique, elle est entre guillemets indiquée uniquement lors de la phase de réveil. Mais aucun test clinique n'est fiable pour affirmer l'absence d'une curarisation résiduelle. Allez, pour la simple raison que, au cours d'une ventilation minute adéquate, le rapport T4 sur T1
égale 20%. Pour le head lift test, le rapport T4 sur T1 égale 40%. La traction sur la canule buccale, le rapport égale 70%, avoisine 70%. Alors que ce qui est recommandé pour l'extubation, c'est un rapport T4 sur T1 supérieur ou égal à 90%. Donc théoriquement, il faudra oublier la surveillance clinique. On résume. La conduite pratique du monitorage. Donc, au cours de l'intubation ou de l'induction anesthésique, on monitore le train de 4 au niveau du muscle sourcilier, qui est un muscle résistant, avec une cinétique assimilable à la cinétique des muscles laryngés. L'objectif, zéro réponse pour pouvoir intuber. Pour l'entretien anesthésique, pour une chirurgie avec bloc neuromusculaire profond, nécessitant un bloc neuromusculaire profond, on monitore le compte post-tétanique à l'adducteur du pouce. L'objectif est d'avoir inférieur ou égal à 5 réponses. Ou bien, train de 4 au muscle sourcilier. L'objectif est d'avoir inférieur ou égal à 2 réponses. Pour une chirurgie nécessitant une pluralisation modérée, ORL ou bien orthopédique, le train de 4 à l'adducteur du pouce, objectif inférieur ou égal à 2 réponses. Pour l'antagonisation, il faut avoir 4 réponses à l'adducteur du pouce, à autof de l'adducteur du pouce. 4 réponses. Si on a 0, 1 ou 2 ou 3 réponses, on ne peut pas antagoniser par les anticholinésterasiques, sauf pour le Sugamadex. On va détailler par la suite. Bon, sinon, il faut maintenir la sédation et la ventilation mécanique si le TOF est inférieur à 4 réponses à l'adducteur du pouce. Pour la récupération et l'extubation, on ne peut extuber un patient que si le rapport T4 sur T1 à l'adducteur du pouce est supérieur ou égal à 90%. Quatrième partie, la dernière, l'antagonisation de la curarisation. Donc, pourquoi antagoniser? C'est tout d'abord pour accélérer la vitesse de la décurarisation lorsque celle-ci est incomplète par la néostigmine ou par le Sugamadex, dont l'objectif de réduire l'incidence de la curarisation résiduelle à l'origine de complications respiratoires à la salle de réveil. Deuxièmement, pour lever un bloc profond en situation d'urgence. Par exemple, c'est le cas du Sugamadex. Par exemple, une induction par rocuronium, et il s'est avéré que le malade n'était pas ni intubable ni ventilable. Donc, pour pouvoir antagoniser très rapidement l'effet du rocuronium, vous pouvez administrer le Sugamadex. On va voir les posologies tout à l'heure. Donc, il y a l'antagonisation non spécifique par les anticholinésterasiques, l'antagonisation spécifique par le Sugamadex. On commence par les anticholinésterasiques. La molécule disponible, c'est la néostigmine, prostigmine, qui augmente l'acétylcholine disponible au niveau des récepteurs. Vous l'avez bien compris, c'est des anticholinésterasiques, donc inhibent l'action de la cholinestérase présente au niveau de la fente synaptique. Donc, l'augmentation de l'acétylcholine se fait bien sûr au niveau des récepteurs nicotiniques, et c'est l'effet recherché, mais aussi au niveau des récepteurs muscaréniques, à l'origine des effets indésirables, des anticholinésterasiques qu'on a vu. C'est une molécule efficace, quel que soit le curare non dépolarisant utilisé. Et surtout, il faut retenir qu'il faut respecter le délai d'action qui est de 7 à 11 minutes. Donc, c'est un effet non immédiat. Il faut faire très attention. Il faut attendre, il faut patienter pour extuber le patient. Les effets indésirables correspondent aux effets muscaréniques. Donc, c'est des effets diminués par atropine cardiaque, bradycardie, troubles du rythme, voire asystolie.
Et les effets indésirables digestifs, augmentation de sécrétion et de la mobilité digestive, nausées, vomissements, et bien sûr, le risque de bronchospasme. D'où les contre-indications, l'asthme sévère et surtout tout ce qui est problème coronarien. Les modalités d'administration. Il faut antagonisation par myostigmie. Il faut seulement antagoniser si on a 4 réponses auto qui sont présentes. Antagonisation accélère la décurarisation. Donc, il faut surtout éviter d'antagoniser un patient profondément curarisé. Et aussi de ne pas l'administrer en absence de bloc résiduel. Si on a un rapport T4 sur T1 qui dépasse les 90, il n'y a pas de nécessité à antagoniser le cura. Posologie simple qu'il faut apprendre, qu'il faut appliquer en cas de pratique, c'est 40 gamma kilo pour la prostigmine et 15 à 20 gamma kilo pour l'atropine. Il ne faut pas oublier le délai d'action de 7 à 11 minutes. Pour l'antagonisation spécifique, la seule molécule disponible, c'est le Sugamadex Brivian, apparu dans les années 2000. C'est une molécule spécifique des curare non dépolarisant stéroïdien seulement, qui offre une possibilité de décurarisation à l'induction et en fin d'intervention, quelle que soit la profondeur du bloc neuromusculaire. Il offre une possibilité de décurarisation rapide de 1,5 à 3 minutes. Et c'est un nouveau concept d'antagonisation qui consiste à capturer les molécules de rocuronium et à créer un gradient de concentration entre la jonction neuromusculaire et le plasma, ce qui déclenche un retour massif du curare vers le plasma. Cette décroissance de la concentration au site d'action provoque la décurarisation et le complexe est rapidement éliminé par le rein. Posologie. Donc, avant la présentation avant, c'est des ampoules de 2 millilitres et de 200 mg, donc 100 mg par cc. Les posologies, en cas de bloc modéré de réponse au TOF, c'est 2 mg kg. En cas de bloc profond, PTC, au moins 1 à 2 réponses contre post-titanique, c'est 4 mg kg. Et pour la décurarisation immédiate, c'est 16 mg kg. Les situations particulières. En cas de nécessité d'administrer à nouveau du rocuronium, du vecuronium, il faut respecter un délai de 24 heures. Sinon, si vous avez par exemple une urgence, vous devez reprendre le patient pour par exemple un saignement post-opératoire. Qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est simple. En cas de nécessité d'un bloc neuromusculaire avant la fin du délai recommandé qui est de 24 heures, il faudra utiliser un autre curare non stéroïdien. C'est très simple. Nembex ou autre. Voici les diagrammes d'antagonisation de la STAR. Donc, pour la myostigmine, c'est très simple. Il ne faut antagoniser que sur 4 réponses au train de 4, donc 40 gamma kilo et 20 gamma kilo pour le néostigmine, 40 gamma kilo et 20 gamma kilo pour l'atropine. Pour le Sugamadex, 16 mg kilo pour une antagonisation immédiate. Et le reste, c'est un petit peu compliqué. Vous pouvez le consulter à tête reposée chez vous. Donc, pour conclure, il faut bien sûr connaître la pharmacologie de vos curares. Il faut monitorer pour élargir le monitorage, surtout en Tunisie. Il faut utiliser plus largement les antagonistes pour garantir une sécurité anesthésique. Et puis, voici mon email si vous désirez avoir la version intégrale du code. Merci.